suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Au cœur des collines au sud de Padoue et à 50 km de Venise, le domaine de Valsansibio s'étend sur 8 hectares. Ce jardin est l'œuvre de la famille Barbarigo, riche marchand vénitien du XVIIe siècle. Il aurait été construit en signe de reconnaissance à Dieu pour avoir épargné la famille de la peste en 1631. La conception du jardin de Valsansibio est attribuée à Luigi Bernini, frère du Bernin, célèbre sculpteur. Ce lieu est une invitation à un parcours spirituel. Armando Pizzoni Ardemani est l'actuel propriétaire du domaine de Valsansibio, acquis par son grand-père en 1929. Bienvenue à Valsansibio. Après toi. Tu dois t'imaginer que ce petit marécage que tu vois est ce qu'il reste d'un marais qui s'étendait alors jusqu'à Battaglia Terme. Valsansibio était en réalité une vallée de pêche qui s'appelait Vallée de Saint-Eusebio, d'où son nom actuel, Valsansibio. Il fut un temps où on arrivait depuis Venise en bateau. En effet, on peut voir qu'il s'agit d'une demeure vénitienne grâce à ses pilotis typiques qui nous rappellent évidemment Venise. Avant même que ne soit construite la porte de Diane, qui était l'entrée principale, on arrivait déjà ici par les eaux en barque. Sur ce pavillon, il y a aussi des éléments dans la statuaire qui sont assez clairement des hommages aux marchands de Venise. Cette façade est chargée de symboles. Diane représente ici Dieu. Le gros visage barbu représente la famille Barbarigo, comme s'il disait « Au-dessus de nous, il n'y a que Dieu ». Et les deux statues que l'on peut voir aussi bien à droite qu'à gauche représentent le reste de la noblesse de Venise. Elles ont donc été placées à un rang en dessous de la famille Barbarigo. Ils décident de s'isoler et de bâtir leur villa à Valsansibio plutôt que sur la Riviera del Brenta, pour être les plus resplendissants, les plus brillants et les plus grandioses. Ils voulaient être les seuls pour ne pas être éclipsés par d'autres. Attention ici à ne pas tomber de l'autre côté. Regarde, quel spectacle. C'est ici une des deux vues principales de Valsansibio. Cet axe, recouvert de différents bassins, va d'est en ouest et rencontre perpendiculairement l'autre allée, qui s'étale du nord au sud. Le jardin, il est parfaitement intact. Il est comme au XVIIe et ça, c'est probablement un des jardins les plus préservés d'Europe. Comme tu peux le voir, cette vallée est effectivement une vallée préservée. Une caractéristique unique, car nulle part ailleurs, en tout cas en Italie, tu ne pourras te retrouver confronté à un tel cadre, parfaitement conservé depuis 4 siècles. Et alors surtout ici, les collines, elles fabriquent à la fois un écrin qui protège le jardin. On dirait qu'on a un jardin qui avait déjà conscience du grand paysage. C'est effectivement important de voir comment Luigi Bernini a inséré dans la nature tous ces éléments artificiels réalisés par l'homme, tels que les fontaines, les statues, le tout entouré et délimité par les hautes haies de buis.
Et tous les éléments faits par l'homme se mêlent à la perfection, à la nature. Comment se fait-il que ce paysage soit resté intact? Ce lieu est resté intact grâce aux différentes familles qui se sont occupées de cette vallée. Mais surtout, il faut avouer qu'une grande partie du mérite revient à ma propre famille. Nous avons acquis Valsanzibio en 1929. Mon grand-père et mon père ont protégé ce lieu en empêchant qu'on puisse y construire quoi que ce soit. Encore aujourd'hui, on peut lire le message originel que la famille Barbarigo a voulu délivrer en construisant ce jardin. Plus qu'une rareté, c'est une chose qui fait que Valsanzibio est un lieu unique. Il y a encore quelque chose d'exceptionnel à Valsanzibio. Regarde, admire ces haies de buis. C'est unique. On appelle cette allée la Calle Veneziana, car avec ses haies de buis, elle reproduit une ruelle typiquement vénitienne. Les calli, ces ruelles qui se cachent entre les palais de Venise. Elle s'étend sur 450 mètres et a une largeur d'1,50 m. Et alors, ce qu'on voit surtout, c'est qu'elle est extrêmement rigide. Ça, c'est les buis qui ont cette fonction. Et en revanche, dès qu'on passe derrière le buis, on voit bien que les arbres, les pins, les charmes apportent quelque chose de beaucoup plus romantique, quelque chose de beaucoup plus naturel. Oui, c'est vrai. Dans ce cas précis, il s'agit de charmes de plus de 380 ans. Dans ce jardin, il y a plus de 100 espèces de plantes. Regarde ça. Ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment un magnolia gigantesque. Je crois que j'ai jamais vu un magnolia aussi grand. Et alors surtout, il a des petits airs de monstres, de petites bêtes, on dirait un animal. Bonne remarque. Mon fils, en effet, l'appelle l'arbre pieuvre. Car avec toutes ses branches, on dirait les tentacules d'une pieuvre, d'un poulpe géant. Et là, Armando, on voit très bien comment et les branches et les racines, parce que c'est ça qui est exceptionnel sur cet arbre, c'est que les racines le font aussi. Elles sortent de terre, elles re-rentrent dans la terre, elles s'enfoncent, et là, elles sont en train de préparer des petits bébés magnolias. Là. Elles se sont enracinées. Oui, effectivement, c'est vrai. On pourrait couper la branche et ainsi avoir une plante. Un nouvel arbre autonome qui n'est pas issu d'une graine, mais qui n'en demeure pas moins identique d'un point de vue génétique au magnolia principal. Il s'agit d'un arbre particulier, car la Magnolia grandiflora provient du Nouveau Monde et fait donc partie de ces plantes importées du Nouveau Continent, plantes alors inconnues. Elles ont été rapportées à la suite de très longs voyages en bateau, des voyages de plusieurs mois, traversant les océans Pacifique et Atlantique, avant d'arriver en Méditerranée. Seules les personnes riches et puissantes pouvaient s'autoriser à posséder de telles plantes. Venu du Nouveau Monde, le magnolia, le cèdre de Californie ou encore le séquoia expriment le faste et la puissance de la famille Barbarigo. Le jardin conserve le témoignage de ce passé glorieux. Fils aîné de cette riche famille, Gregorio Barbarigo s'est beaucoup investi dans la conception du jardin. Andrea Nante est le directeur du musée du diocèse de Padoue. Gregorio est le fils aîné de Giovanni Francesco Barbarigo, celui qui était destiné à suivre une carrière de diplomate, une carrière civile, mais qui décide de rejoindre les ordres. Il entreprend ainsi des études ecclésiastiques.
poursuit sa formation à Padoue et devient prêtre avant d'être nommé conseiller du pape Alexandre VII. Gregorio mena une vie très simple, très rigoureuse, rénovant le diocèse de Padoue. Et du fait de sa conduite sainte, à peine décédé, un processus de canonisation fut lancé. Il devint saint au cours du siècle dernier, sous Jean XXIII. Des écrits témoignent de l'attachement de Gregorio à ce lieu. Il suit l'avancée des travaux depuis Rome. Gregorio a séjourné ici, à Valsanzibio. Il aimait se promener dans le jardin et décrit dans son abondante correspondance le plaisir qu'il éprouvait à s'arrêter ici et à passer quelques nuits sur le domaine familial lorsqu'il effectuait ses visites pastorales, c'est-à-dire la visite de son diocèse par un évêque. C'est intéressant de noter comment dans une de ses dernières lettres, rédigée peu de temps avant sa mort, Gregorio Barbarigo évoque, après avoir séjourné ici, la présence du bassin de Diane et des fontaines. Autant de choses déjà réalisées, mais qu'il n'avait pas encore eu l'occasion d'admirer. Toute l'architecture du jardin repose sur de grandes haies. Ces 60 000 m² de buis plantés nécessitent plus de 10 mois de taille par an. Les allées donnent sa forme au jardin et délimitent ses différents espaces. Carlo est jardinier. Il entretient ce magnifique jardin vieux de plusieurs siècles et prend soin des buis, dont certains mesurent plus de 5 mètres de haut. Bonjour Carlo. Salve. Alors comment vous arrivez à obtenir de telles verticalités sur vos palissades? Parce que là, c'est presque parfait en fait. Une fois que l'on a mis ces deux poteaux reliés entre eux par un fil de fer tendu de part et d'autre de la haie, on y installe deux fils à plomb. Ce fil à plomb se tire, coulisse le long du fil de fer, et ainsi on obtient une ligne parfaitement d'aplomb. On recherche ensuite les traces de la taille de l'année précédente. Donc là, Carlo, vous venez vous attaquer au petit rameau de l'année, tout jeune, et c'est à partir de lui que vous allez pouvoir faire votre taille. Bon, disons que c'est un cas exceptionnel de pouce, puisque de près de 10 cm. Alors que d'habitude, on est plutôt sur 2 à 3 cm par an. À hauteur d'homme, ça paraît assez simple de venir tailler ces grandes palissades, mais là, vous êtes sur des palissades qui font presque 6 mètres de haut. Cette échelle-là, elle a une forme particulière. Alors, je suppose que c'est surtout pour être bien ancrée dans le sol. Et surtout, elle est haute de plusieurs mètres. Effectivement. Je vais te montrer comment on fait. La particularité de cette échelle, c'est qu'elle est fabriquée selon la mesure de ma jambe. Il y en a une autre faite pour un jardinier un peu plus grand. Regarde. Étant donné que les haies sont difficiles d'accès et que l'on doit les tailler en utilisant nos deux mains, on cale notre genou entre les barreaux et on peut ainsi se pencher et tailler les haies à distance sans prendre le risque que la grosse échelle se renverse. Dans les années 80, on avait tenté d'utiliser un petit élévateur vertical, une sorte de petite plateforme. Mais lorsque l'on procédait à la taille en hiver, en l'installant sur les plates-bandes, on détruisait tout. On faisait du dégât. Alors on est revenu à l'échelle. Alors là, Carlo, on comprend bien comment vous arrivez à obtenir de belles verticales. Ce qui me paraît plus complexe, c'est la manière dont vous arrivez à obtenir les 3 mètres de large sur ces palissades. Le secret de la largeur de nos buis, c'est qu'en extérieur, tout est propre, mais à l'intérieur, on laisse les haies vivre davantage, pousser plus librement.
Alors que l'on taille à l'extérieur tous les ans, la taille à l'intérieur s'effectue, elle, tous les 2 à 3 ans. C'est une taille particulière en forme de V, favorisant ainsi la pénétration de l'eau et de la lumière. Carlo, quand vous vous attaquez aux grandes haies du jardin, vous avez effectivement un début et une fin. Mais je suppose que quand vous vous attaquez au labyrinthe, ça doit vous sembler interminable. Le problème quand on commence à tailler le labyrinthe, c'est que l'on sait que l'on en a au moins pour 2 mois. Mais bon, il y a un avantage. On peut s'y cacher du propriétaire, se reposer un peu avant de pouvoir finir le travail. Bon, au revoir. Je m'y remets. Ok, Carlo. Salve, Ciao, arrivederci. salve. Cosa fare? Salve. Ce labyrinthe illustre une mode de l'époque, mais aussi la dimension spirituelle recherchée par la famille Barbarigo. Don Giulio est prêtre, passionné par la symbolique de ce labyrinthe exceptionnel. Don Giulio, quand on pratique le labyrinthe, ici, à Val San Sibio, la probabilité pour se perdre est très importante, ce qui n'est pas le cas de tous les labyrinthes. Effectivement, lorsque quelqu'un marche à l'intérieur du labyrinthe, il n'en voit pas le centre, car les haies sont particulièrement hautes. Les promeneurs peuvent se sentir perdus, ne sachant pas où ils se trouvent. Le labyrinthe de Val San Sibio est un vrai labyrinthe, un labyrinthe réel. On pourrait le définir comme un lieu où l'on se perd. Alors dans le labyrinthe, on a 4 carrés qui sont joints les uns aux autres et qui sont axés sur les points cardinaux. Mais la structure du labyrinthe et sa symbolique est beaucoup plus complexe. Il s'agit d'un labyrinthe de type unidirectionnel, car il n'y a qu'un chemin possible. Et sur l'ensemble du labyrinthe, on peut trouver jusqu'à 7 impasses, telles des ruelles qui s'interrompent. 7 comme le nombre des vices, des péchés capitaux. Le labyrinthe, on le pratique comme un parcours initiatique. Oui. Le but est de faire passer le visiteur d'un état à un autre. Ce labyrinthe représente et synthétise toute l'expérience de la vie, où l'on doit aller de l'avant, s'arrêter, faire un choix, puis un autre, parfois même revenir sur ses pas, ou bien alors s'arrêter de nouveau. Un des 4 carrés qui constituent le labyrinthe est constitué d'une grande spirale infernale, d'un grand cercle vicieux dans lequel une personne, si elle ne décide pas de changer de chemin, continue de tourner sur elle-même, symbolisant ici le vice de l'orgueil, de l'entêtement, d'une personne qui revient sans cesse sur le même chemin, d'une personne têtue, convaincu d'avoir raison. Alors depuis les origines, les jardins se destinent à avoir une image du paradis. Ils essayent de se rapprocher du paradis. Et c'est le cas aussi du labyrinthe ici. Le mot paradis, aux origines un peu obscures, signifie étymologiquement jardin. Au centre du jardin, il y a un lieu surélevé avec un arbre qui pourrait être assimilé à l'arbre de la vie qui se trouve au cœur du paradis, du jardin d'Éden. Le labyrinthe de Val San Sibio raconte le parcours qui mène l'homme de la terre au ciel, de notre monde au paradis.
al paradiso. Parmi les différents parcours possibles du jardin, le trajet spirituel préféré de Don Giulio commence par la porte de Diane. Il passe par les viviers, les fontaines qui symbolisent tour à tour l'eau, le vent et purifie l'âme du promeneur. Puis le trajet emprunte 4 parcelles aux contours quasi identiques. Le labyrinthe et son parcours existentiel, puis les parcelles représentant le sens de la vie, la fertilité, les conséquences du temps et le recueillement. Le trajet se termine alors sur la perspective de la villa pour prendre fin en haut des marches, devant la fontaine des révélations. Nous arrivons ici à la conclusion du parcours. Et avant d'atteindre le parvis des révélations, on doit gravir ce magnifique escalier qui comporte un élément génial, vraiment très original. En effet, le long des marches, une poésie est écrite, un sonnet, qui récapitule tout le parcours du jardin. Le dernier vers de cette poésie nous dit « Ici, les pleurs n'ont pas voix au chapitre, mais les rires, oui. Les orages de la cour ne s'abattent pas sur ce lieu. À Venise, c'est l'enfer, et ici, c'est le paradis. » Parcourir le jardin de Valsancibio invite à l'introspection. Chacun peut avoir sa propre lecture de ce parcours initiatique. Marco Zulian est tombé sous le charme des lieux dès sa première visite. Depuis, il se consacre à l'écriture d'un ouvrage sur ce jardin. Marco, il y a quelques mois encore, tu ne connaissais pas Valsancibio. Quand tu imagines qu'enfant, je n'habitais qu'à 2 pas d'ici, je suis venu pour la première fois cet été et ce jardin m'a contraint à changer les plans que j'avais pour mes vacances. Car pour étudier ce jardin, il faut lui consacrer le temps et le soin qu'il mérite. En arrivant ici pour la première fois, j'ai vécu une expérience extrêmement forte. J'étais en quelque sorte dans un état à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil. Il y a de nombreuses figures mythologiques dans le jardin. Vers quoi elles nous guident et quel poids elles ont à Valsancibio? La disposition des statues n'est pas le fruit du hasard, et on peut en avoir un très bel exemple ici en s'approchant. On voit Mercure dans une attitude un peu particulière avec cette silhouette un peu efféminée qui est en train de jouer de la flûte. Il regarde exactement en face de lui ce superbe vieil homme qui n'est autre que le géant Argus. Ce géant aux 100 yeux qui lui permettent de tout voir est célèbre pour avoir enlevé la sublime prêtresse Io que Mercure souhaite libérer. C'est ainsi que le dieu des commerçants et des voleurs se met à jouer de la flûte afin que les yeux du géant se ferment un à un pour pouvoir reprendre la jeune fille à Argus. La richesse de ce lieu et de sa dimension philosophique, ce sont les différentes interprétations qui se complètent les unes aux autres. Par exemple, selon ma façon de percevoir les choses, le parcours du jardin ne se conclut pas avec le parvis des révélations et sa villa, mais plutôt avec la superbe allée de cyprès que l'on voit là-bas et qui conduit au cœur de la forêt, symbolisant le retour de l'homme à l'état de nature. Ce jardin représente beaucoup de choses pour moi. Parfois même des négatives, car il demande de nombreux sacrifices.
Mais en fin de compte, lorsque les visiteurs restent éblouis par la splendeur et la conservation de cet endroit et de tous les messages qu'il offre, cela remplit le cœur et compense tous les efforts faits pour préserver ce lieu. Lorsque tu réussis à transmettre un peu de l'histoire de l'humanité, je pense que c'est vraiment quelque chose qui donne un sens à ta vie.